Cette question, pour moi, c'est la plus compliquée des quatre parce que j'aurais tendance à vouloir répondre non. Et, euh, et pourtant, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que de mon expérience d'étudiante en école d'art et depuis ma sortie, j'ai jamais été vraiment témoin ou ça m'a jamais été directement adressé d'assignation, voilà, celle que vous décrivez. Donc j'aurais tendance à me réjouir de ça, me dire que c'est quand même une bonne nouvelle. Puis dans le même temps, c'est vrai que je m'oblige à prendre un petit peu de recul et je me dis qu'on est quand même dans un milieu de recherche, de réflexion, que voilà, comme on le voit ici, il y a des livres, voilà, on est souvent dans la citation, la référence. Et il y a voilà, une histoire théorique assez importante et humaniste aussi, donc je trouve ça quelque part assez normal de ne pas le vivre au quotidien, de ne pas l'avoir vécu en tout cas de ma jeune expérience aussi frontalement que dans d'autres milieux professionnels. Dans un deuxième temps, c'est vrai que sur la question de classe, j'aurais un peu plus de réserve. Parce que, que ce soit aux Beaux-Arts de Paris, où, où j'ai étudié les 5 ans, je trouvais que c'était quand même assez flagrant que c'était une majorité d'une classe ou de certaines classes assez élevées. Et ça a tendance à s'annuler à la sortie de l'école, puisque en tout cas les artistes, on se retrouve tous dans le même bain à la sortie, dans une forme de précarité qu'on a choisie, mais qu'on ne subit pas moins. Et du coup, c'est vrai que je trouve qu'il y a une sorte de phénomène d'exclusion par l'inclusion dans le monde de l'art, c'est-à-dire que moi, je le ressens comme ça, en tout cas en tant que jeune artiste, c'est-à-dire qu'on est invité à la fête, mais il y a une sorte de tabou sur comment on vit. Moi, je commence à assumer maintenant de dire que j'ai un travail à côté, mais c'est vrai que les premières années, j'avais l'impression que c'était pas très bien vu, qu'on n'était pas un vrai artiste si on avait un travail alimentaire, a fortiori si c'était pas lié à l'art. Et c'est un peu la même chose pour les ateliers, c'était un peu voilà, tu as un atelier, une question évidente en fait, comme si ça n'avait pas de prix d'avoir un atelier. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même une certaine assignation, mais à l'envers en fait, par le déni en fait d'une certaine condition. Ça vaut aussi, je pense, pour les commissaires, voilà, pour tout un corps de métier qui débute, qui n'a pas de subvention. Enfin, c'est assez compliqué. Donc j'essaye un peu maintenant d'en parler sans en faire des caisses, mais d'en parler librement parce que ça fait partie de mon travail. Et puis ça me fait aussi comprendre des choses sur d'autres précarités, donc tout est très lié. Et dans un troisième temps, par rapport à cette question, c'est vrai que du coup, je me suis un peu obligée à regarder en arrière. Et sur les 5 années où j'ai été étudiante, où donc je pratiquais la photographie et la vidéo, c'est vrai que c'est un peu bête, mais je me suis rendu compte, je n'avais jamais vraiment réalisé avant ça, que j'avais photographié que des femmes. Et j'avais fait une série de jeunes femmes en tenue traditionnelle marocaine. J'ai photographié des femmes d'une cinquantaine d'années. Enfin voilà, c'était quelque chose d'assez important. Mais c'est vrai que moi, très vite, j'avais envie d'être prise au sérieux. Et du coup, la discussion a toujours tourné autour de l'image photographique, du concept, d'une certaine rigueur, ce qui m'allait et me va très bien. C'est toujours très important pour moi. Et c'est vrai que le sujet de femme n'a jamais été un sujet en tant que tel. Moi, j'ai jamais osé l'aborder par peur justement de m'enfermer là-dedans, par peur de la caricature, mais que ce soit aussi les enseignants, ça n'est jamais arrivé non plus de l'autre côté. Donc c'est vrai que quand je réfléchis à ça maintenant, je me dis que c'est assez étrange, quoi. Qu'il y a quelque chose voilà, assez étrange avec ça. L'intersectionnalité joue un rôle dans ma réflexion, ça c'est sûr, et peut-être j'essaye de plus en plus dans ma pratique. Simplement parce que je suis de sexe féminin, française d'origine marocaine et chilienne, mais que je suis aussi blanche, hétérosexuelle, grandie à Paris. Donc voilà, je me situe un peu entre deux choses. Et j'ai rarement subi des réflexions racistes, et les rares fois où ça a été le cas, c'était plus pour me dire que j'étais pas vraiment comme eux, que j'étais pas une vraie. Et donc ça a été pour moi une prise de conscience du fait que j'étais blanche. Euh, mais à côté de ça, j'ai vécu, enfin c'est un exemple, mais il y a quelques années, quand
préparer mon échange au Canada, je suis allée refaire mes papiers à la préfecture. Et on m'a demandé de prouver ma nationalité française. Et donc ça a été pour moi un moment assez violent, puisque j'avais toujours été que française. Je n'avais jamais eu la double nationalité, et donc il fallait que je ramène mes certificats de scolarité de la 6e à la terminale pour certifier que j'étais bien française, que j'avais bien étudié en France. Et donc c'était déjà des questions qui m'habitaient, la question post-coloniale, mais que je ne formulais pas forcément, enfin c'était intrinsèque à ce que j'étais. Et ce moment-là, en fait, aussi parce que c'est la violence de l'administration, qu'on est à la préfecture, qu'il y a quelque chose d'assez intimidant, ça a été un peu un moment décisif pour moi. C'est-à-dire que tous les doutes que j'avais, en tout cas, se sont un petit peu vérifiés, qu'il y avait une différence. En tout cas, je n'étais pas française comme d'autres gens. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et avant ça, je n'avais pas trop eu de doutes sur le fait que j'étais française. Peut-être sur d'autres choses, d'où on vient, comme tout le monde, je pense. Mais j'étais sûre que j'étais française. Donc là, ça a été assez marquant pour moi. Et donc après les Beaux-Arts, je suis partie en résidence aux États-Unis quelque temps, et notamment à Chicago, où j'ai découvert une méthodologie de pensée très différente, donc l'intersectionnalité. J'ai découvert une classification en bibliothèque radicalement différente de la nôtre, avec les Black Studies, les Gender Studies, l'afroféminisme, et une parole que j'ai trouvée, peut-être c'est la langue qui veut ça aussi, mais affranchie de ce que j'appelle moi un encombrement historique qu'on peut avoir quelquefois ici. Et donc, pareil, ce sont des choses qui ont continué en fait de nourrir ma réflexion. Et du coup, dans ma pratique, je pense que ça a toujours été présent, notamment justement par les portraits que je faisais, qui donnaient aussi à voir, même si c'était pas une décision de départ, mais qui donnait à voir des figures en fait que je trouvais peut-être pas assez représentées. C'est juste que j'en parlais pas vraiment, et aujourd'hui, en tant qu'artiste, j'ai beaucoup plus de mal à séparer en fait ma réflexion dans la vie quotidienne du travail, de ma recherche, et donc l'intersectionnalité devient en fait de plus en plus importante, même dans le discours en fait. C'est le discours qui change. Ces chiffres, moi, ils me dépriment forcément, parce que moi, j'en suis au début de ma carrière, de mon travail. Donc c'est sûr que si je la regarde trop, ça ne me donne pas très envie d'y aller. Donc en général, j'essaie d'éviter de regarder ce genre de chiffres. Après, ce qui révèle pour moi, c'est que voilà, ces enquêtes-là, ces statistiques, c'est des outils en fait qui permettent aussi de porter une contestation, qui sont la preuve de faits voilà, réels. Ce qui me dérange un peu dans ces chiffres, même si je trouve ça très bien il faut que ça existe, et c'est bien que ce soit obligatoire aussi ces enquêtes dans plein de cadres professionnels, mais pour moi ça révèle aussi une suspicion, c'est-à-dire que sans ces chiffres-là, c'est jamais tout à fait vrai, ou c'est jamais très grave, et donc finalement la parole, le témoignage n'a pas une valeur de preuve, quoi. Et du coup, voilà, je trouve ça bien qu'il y ait ces chiffres, mais j'aimerais bien qu'il n'y ait plus besoin d'avoir ces chiffres-là. Alors, petite mise en scène, hein, un peu d'intrigue. J'ai longtemps hésité à écrire un livre sur la femme. Le sujet est irritant surtout pour les femmes. Et il n'est pas neuf. La querelle du féminisme a fait couler assez d'encre. À présent, elle est à peu près close, n'en parlons plus. On en parle encore, cependant. Et il ne semble pas que les volumineuses sottises débitées pendant ce dernier siècle aient beaucoup éclairé le problème. D'ailleurs, y a-t-il un problème? Et quel est-il? Y a-t-il même des femmes? Certes, la théorie de l'éternel féminin compte encore des adeptes. Mais d'autres gens bien informés soupirent. La femme se perd, la femme est perdue. On ne sait plus bien s'il existe encore des femmes, s'il en existera toujours, s'il faut ou non le souhaiter. Quelle place elles occupent en ce monde? Quelle place elles devraient y occuper? Où sont les femmes? Cependant, parlant de certaines femmes,
Les connaisseurs décrètent, ce ne sont pas des femmes, bien qu'elles aient un utérus comme les autres. Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il y a dans l'espèce humaine des femelles. Elles constituent aujourd'hui comme autrefois à peu près la moitié de l'humanité. Et pourtant on nous dit que la féminité est en péril. On nous exhorte, soyez femmes, restez femmes, devenez femmes. Tout être humain femelle n'est donc pas nécessairement une femme. Il lui faut participer de cette réalité mystérieuse et menacée qu'est la féminité. Celle-ci est-elle sécrétée par les ovaires ou figée au fond d'un ciel platonicien ? Le conceptualisme a perdu du terrain. Les sciences biologiques et sociales ne croient plus en l'existence d'entités immuables, fixées, qui définiraient des caractères donnés tels que ceux de la femme, du juif ou du noir. Elles considèrent le caractère comme une réaction secondaire à une situation. S'il n'y a plus aujourd'hui de féminité, c'est qu'il n'y en a jamais eu. Cela signifie-t-il que le mot femme n'ait aucun contenu ? Mais il est clair qu'aucune femme ne peut prétendre sans mauvaise foi se situer par-delà son sexe. Donc j'ai fait quelques ellipses dans le texte. Donc c'est les 2 premières pages de l'introduction Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Donc c'est un peu un classique du féminisme, mais moi j'avais besoin d'apporter quelque chose et je trouve que ces 2 premières pages de 1949 quand même piquent un peu, c'est quand on pense que c'est 1949, en tout cas pour moi. Et en même temps, il y a quelque chose de rassurant parce que je trouve que ces mots, son ton sont très forts. Et j'ai rarement lu 2 premières pages d'un livre aussi manifeste et aussi engagé. Après, il y a beaucoup d'autres féminismes depuis, heureusement. Mais pour répondre à la question, donc oui, je suis féministe. J'ai aussi choisi ce texte parce que je ne sais pas vraiment ce que c'est être une femme. Ça ne m'intéresse pas beaucoup, ça m'intéresse même de moins en moins. Et finalement, ce texte porte cette question-là. Mais elle parle aussi de féminité. Et c'est vrai que moi, je m'intéresse beaucoup à la féminité, aux signes de la féminité dans le travail, que ce soit dans différentes cultures, chez les femmes, chez les hommes aussi. Mais la question d'être femme, la question intime, c'est une question que je ne résous pas vraiment. Et finalement aussi, mon féminisme me permet de comprendre aussi que je suis femme. Et voilà, c'est une forme aussi d'engagement politique. C'est à travers le féminisme que j'arrive aussi à assumer cet engagement d'artiste, cet engagement d'être, et ça m'ouvre aussi les voies d'autres engagements. Ça passe par ce féminisme.